Merci Fanny. Donc je commence. Je passerai la parole à Cynthia plus tard. Donc on va vous présenter le bilan de notre projet Trans3. Effectivement, on a intitulé ça du prototype à la salle de classe pour vous parler de 4 applications éducatives donc, qui ont été développées dans le cadre de ce projet: Évasion, Flilly, Firefly et Écrimo. Donc je vais vous raconter très rapidement la genèse du projet. Et ensuite, je vous présenterai très globalement son contenu en termes de calendrier, d'actions principales et je vous rappellerai les objectifs du projet Trans3 et est-ce qu'on les a atteints ou pas. Et puis ensuite, Cynthia vous présentera les 4 applications qu'on a développées donc, dans le cadre de ce projet. Vous verrez les petits teasers des applications et elle vous présentera également le protocole de l'étude à grande échelle de l'année 2 du projet. Je reviendrai ensuite pour vous présenter les principaux résultats de cette grande étude, les études d'efficacité des applications. Et puis Cynthia reprendra la main pour terminer avec quelques conseils pratiques pour les enseignants qui voudraient utiliser des applications numériques éducatives en classe. Et elle vous présentera également donc la start-up Fondamentaps qui est l'aboutissement finalement de Trans3 au niveau de la distribution de ces applications qu'on a travaillées dans ce projet. Et puis on finira d'une façon un petit peu rigolote en vous faisant participer à un quiz sur des anecdotes qui se sont passées pendant le projet Trans3. Il va falloir deviner quelle est la vraie anecdote parmi plusieurs fausses. Voilà. Donc pour vous rappeler le début du projet, à l'origine, le projet, c'était le projet Fluence, donc le projet IFRAN Fluence qui a été déjà financé par le groupe IFRAN, hein, la mission Monteil qui a créé cet appel à projet. Dans le projet Fluence, donc, les 3 applications Évasion, Élargir et Luciole ont été créées et sont arrivées, on va dire, à ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est-à-dire des applications qui marchaient mais qui n'étaient pas encore complètement développées pour être utilisables dans les salles de classe. Et donc, à la suite de ces projets IFRAN, la mission Monteil a déposé un nouvel appel à projet pour faire aboutir ces applications jusqu'à l'utilisation dans les classes. Donc on a répondu à cet appel à projet qui se faisait dans le cadre du PIA France 2030 et on a eu une subvention donc, gérée par l'ANR dans ce cadre. Donc c'est la suite directe du projet Fluence en fait, le projet Trans3. Donc les partenaires du projet Trans3 dans lequel on a démarré il y a 2 ans et demi, c'était d'abord l'UGA, le porteur de l'UGA, avec 3 laboratoires de l'UGA qui participaient, le LPNC, le LIDILEM et le GIPSA. Et puis on avait également un partenaire à Lyon, l'INSA Lyon, avec le laboratoire LIRIS, puisque un des auteurs de l'application Luciole avait entre-temps déménagé entre Fluence et Trans3, avait déménagé à Lyon. Voilà. Ensuite, on avait des rectorats partenaires, donc le rectorat de Grenoble avec en particulier l'EAFC, le rectorat de la région de la Guyane et le rectorat de la région de Mayotte avec la DRAN qui était partie prenante dans le projet. On avait aussi 2 partenaires économiques dès le départ, Humans Matter et les éditions Hatier, puisqu'on avait comme objectif dès le départ donc d'aboutir à la fin du projet à une commercialisation des applications et à une diffusion pérenne à long terme avec ses partenaires. Et puis on a ajouté en cours de projet l'Université de Guyane avec le laboratoire Minéa. Donc il a fallu faire des démarches, mais voilà, on a ajouté ce 8e partenaire en cours de projet pour des raisons qui ne sont pas intéressantes, je ne vais pas vous raconter. On a évidemment aussi reçu d'autres soutiens qui n'étaient pas des partenariats officiels, mais donc évidemment le pôle Pégase, l'AMSH avec Screen qui est devenu aujourd'hui Platypus, qui nous ont prêté des tablettes par exemple, et puis le laboratoire LEAD qui est le laboratoire de Erika God et le laboratoire Transcrit qui est le laboratoire de Marie-Pierre Joanneau qui sont 2 chercheuses auteurs des applications.
Alors je vous rappelle ici très rapidement les principaux objectifs du projet. Le premier principal objectif, c'était la finalisation des applications créées dans le projet Fluence pour qu'elles soient adaptées à un usage en classe. On voulait donc mener une étude à grande échelle pour préciser ou déterminer les conditions de l'efficacité de ces applications dans les classes. Donc en situation écologique, ça veut dire en vrai, dans des vraies classes avec des vrais enseignants. On voulait aussi permettre leur diffusion dans les écoles et leur maintenance à long terme, donc grâce à notre partenariat avec Humans Matter et Atier. Et puis, on voulait créer des outils et accompagner les enseignants pendant toute l'expérimentation et au-delà, avec des ressources complémentaires pour, on va dire, diffuser les connaissances scientifiques dans le domaine de l'éducation et en particulier dans le domaine de la lecture. Et je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard. Et puis, bien sûr, il y avait aussi une part du budget qui était attribuée à la poursuite de recherches plus fondamentales pour toutes les équipes des 3 applications qui voulaient continuer à travailler sur des questions moins directement liées aux applications, on va dire. Alors, ces objectifs ont été tous atteints, avec un degré plus ou moins fort, mais on peut dire qu'ils ont été tous atteints. On a bien redéveloppé les 3 applications du projet Fluence. On a essayé au mieux de les adapter à un usage en classe et on en a même rajouté une 4e, donc qui avait été créée dans le cadre d'un autre projet qui était la thèse CIFRE de Cynthia et qui ensuite a été testée dans le cadre d'un projet financé par le pôle Pégase, Écrimo 2. Donc on a rajouté cette 4e application dans le PAC. On a conduit une étude à grande échelle pour préciser ou déterminer les conditions d'efficacité. On a effectivement réussi à mettre en place quelque chose qui va diffuser dans les écoles et, je l'espère, maintenir à très long terme ces applications-là et permettre qu'elles existent longtemps. On a créé des outils pour accompagner et on a poursuivi bien sûr les recherches fondamentales. Les chercheurs n'arrêtent jamais. Voilà, donc les principales actions, je vais en détailler 3 seulement, celles qui ont une petite étoile. Donc, les principales choses qu'on a fait, c'est sur lequel je voudrais insister, c'est la collaboration entre les chercheurs et les enseignants, c'est-à-dire toute la phase préparatoire et la phase de développement des applications pour qu'elles soient vraiment utilisables en classe. On a interrogé les enseignants, on les a fait travailler avec nous, on a fait des allers-retours terrain pour essayer de faire au mieux tout ça. Le redéveloppement, évidemment. Il y a eu aussi un gros travail derrière tout ça d'information, de diffusion de l'information auprès des circonscriptions pour recruter des classes en particulier. On a aussi fait un gros travail de formation des enseignants qu'on a recrutés. Et puis, évidemment, on a fait passer des pré-tests, des post-tests, on a suivi pendant la phase d'entraînement, on a suivi l'implémentation de ces applications. Et voilà, on a saisi des données, on a traité des données, on a trié des données, on est encore en train. Et on a élaboré des outils de formation des enseignants complémentaires à tout ça. On a fait des recrutements de post-doc, de vacataires, etc., etc. Donc les 3 points sur lesquels je vais revenir très rapidement, c'est la collaboration entre chercheurs et enseignants, qui est vraiment très importante dans le cadre de ce projet de valorisation où on veut aller vraiment au bout de l'utilisabilité et de l'acceptabilité des outils qu'on veut créer pour les écoles. Donc pour que l'application soit vraiment adaptée à un usage en classe, il fallait absolument qu'on travaille avec des enseignants. On ne l'a peut-être pas fait assez d'ailleurs, je trouve que voilà, c'est une des choses qu'on aurait pu faire plus. Mais on a quand même un certain nombre d'enseignants de l'Isère qui ont participé à cette collaboration et qui peuvent témoigner qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Voilà, donc c'est-à-dire des ateliers de co-conception d'outils. Là, vous voyez une photo, par exemple, d'un atelier avec des enfants, des enseignants et des chercheurs qui doivent choisir un petit peu les options de certains jeux dans une application. On a aussi fait des tests d'usage, c'est-à-dire qu'on est allé dans les écoles, par exemple à Marat, et on leur a dit testez avec vos élèves l'application telle qu'elle est là et signalez-nous tous les problèmes, tous les bugs et tout ce qui devrait être modifié. On a aussi fait passer des questionnaires d'acceptabilité aux enseignants. Voilà, donc je voudrais
adresser un grand merci, même s'ils ne sont pas tous en ligne, un grand merci à tous les enseignants qui ont participé à ces phases de co-conception, de tests d'usage et qui ont répondu au questionnaire. Par rapport à l'action de formation, je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est assez gros. Là, j'ai listé un effectif global de toutes les formations qu'on a fait avant l'étude à grande échelle. Donc j'ai noté quand c'était en présentiel ou en distanciel. Sur la formation en présentiel en Guyane et à Mayotte, on a estimé que les enseignants en Guyane et à Mayotte étaient peut-être moins acculturés à la collaboration avec des chercheurs dans le domaine de l'éducation. Et donc, on est allé en Guyane, on est allé à Mayotte et c'était vraiment très, très important qu'on y soit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu encore faire plus, mais on a passé donc 3 ou 4 jours, 18 heures avec les enseignants de Cayenne, puis avec ceux de Saint-Laurent-du-Maroni, et puis en octobre avec ceux de Mayotte. Voilà, les enseignants de l'Isère, ils ont été moins formés entre guillemets parce que ils ont été plutôt suivis à distance. Donc en tout, on a fait 68 heures cumulées de formation auprès de 268 professeurs des écoles, et il y a aussi des conseillers pédagogiques qui se sont formés dans ces stages, et c'était très important qu'ils soient là puisqu'on comptait sur eux pour le suivi d'implémentation. Et puis donc l'autre chose, la troisième action sur laquelle je voulais insister un petit peu, c'était la création des outils qu'on a fait d'accompagnement. Alors d'abord les livrets d'accompagnement des applications qu'on a vraiment créé tout de suite pour que les enseignants qui ont fait l'expérimentation les aient au début de l'année de l'étude. Donc c'est des outils, c'est des livres, hein, c'est des petits ouvrages qui contiennent une partie base théorique de l'application, une partie fonctionnement de l'application et une partie aide pédagogique, prolongement ou comment intégrer l'outil dans la classe avec des idées vraiment très pratiques. Donc ça, c'est des outils qui ont été édités par les éditions Hatier pour être distribués aux enseignants et aujourd'hui, ils sont téléchargeables en PDF sur le site du distributeur des applications. On a aussi créé 2 autres outils qui sont des outils de formation à grande échelle dans le cadre de ce projet, qui ne sont pas directement liés aux applications, mais on a profité, on va dire, du financement qu'on avait pour monter ça. Donc, d'une part, un MOOC dont vous avez peut-être entendu parler, donc qui est sorti en janvier 2025 sur la plateforme FunMOOC. C'était un MOOC de 7 semaines de cours, 35 vidéos, beaucoup de ressources complémentaires, des quiz associés. Et ce MOOC a eu un très grand succès sur FunMOOC puisqu'on a eu plus de 12 700 inscrits, ce qui est énorme en fait pour un MOOC. Et 17% de badgés qui ont validé leur Open Badge, c'est-à-dire qui ont bien suivi tout jusqu'au bout et qui ont fait juste aux questions et qui ont demandé leur badge. Ce qui est aussi un très bon score apparemment pour un MOOC, 17% d'Open Badge. Donc on est très content de ce succès qui montre que en fait contrairement à ce que peuvent penser parfois les responsables de l'éducation nationale, les enseignants ont encore besoin de formation sur l'apprentissage de la lecture. On ne peut pas se dire que ça y est, on sait comment faire et on n'a plus besoin de former les gens. Il y a vraiment un besoin qui a été exprimé sur ce MOOC. Et donc, on a entrepris de le transformer en parcours magistère grâce à l'EFC de Grenoble qui nous aide. Donc, ce MOOC va devenir un parcours magistère national l'année prochaine. Ensuite, la dernière production, toujours dans Trans 3, c'est un ouvrage, cette fois, sur l'affluence, qu'on est en train d'écrire, avec donc 2 chercheuses, moi et Erika God, et 2 enseignantes, Marion et Élise. Et donc, ça va être un ouvrage sur l'affluence dans toutes ses dimensions, la vitesse, la précision, mais aussi le phrasé et l'expressivité, avec des outils normés dont certains sont issus du projet Trans 3, qui vont aider les enseignants à repérer les élèves en difficulté dans différents domaines. Et on va aussi mettre dans cet ouvrage un arbre d'aide à la décision. Voilà, c'est la petite nouveauté. Pour finir mon topo général, je vous ai mis ici quelque chose de très rébarbatif, c'est le calendrier général de ce qui s'est passé pendant la première année de l'étude. Donc je ne vais vraiment pas détailler tout ce qu'il y a sur ce planning, mais
vous voyez qu'en année 1, il y a tout le travail de co-conception avec des enseignants et de tests terrain. Il y a eu tout le travail de redéveloppement des applications, puis de redéveloppement en phase 2, puis de redéveloppement en phase 3 plus tard. Il y a eu tout le travail de recrutement des enseignants, de formation des enseignants et la création des livrets, etc. Donc un énorme travail de plein de choses en parallèle dans la première année. Et puis dans la deuxième année, donc l'année de l'étude à grande échelle, c'était pas moins dense, même s'il y a moins de lignes, avec les phases d'entraînement donc de 10 semaines en Guyane. G c'est Guyane, I c'est Isère et M c'est Mayotte. Donc bon, vous voyez que les choses ont été un petit peu décalées à Mayotte à cause de plein de choses qui se sont passées à Mayotte, indépendantes de notre volonté l'année dernière. C'était pas le cyclone, hein, c'était l'année d'avant encore, donc c'était la crise de l'eau et les blocages, le blocage de l'île, les manifestations. Voilà, donc tout ça en année 2, et puis là on peut se considérer en année 3, même si si le projet se termine officiellement, c'est terminé officiellement le 31 mars. On continue le traitement des données, on continue la diffusion des applications, on continue à diffuser les outils, l'apparition de l'ouvrage c'est pour septembre, la sortie du MOOC dans Magistère c'est pour novembre normalement. Et puis on diffuse, on fait des conférences et on va faire des articles, bien sûr, pour diffuser les résultats. Et donc, conjointement à la fin du projet Trans 3, eh bien, on a le début de Fondamentaps, dont Cynthia vous parlera après, qui est la pérennisation de la distribution des outils. Voilà, je vais laisser la parole à Cynthia qui va vous présenter successivement donc ces 4 applications si vous en avez toujours pas entendu parler. Donc on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Je vais donc vous présenter les 4 applications. La première, Évasion, ensuite Fluidly, Firefly et Ecrimo. Donc Évasion, c'est vraiment pour le tout début de l'apprentissage de la lecture. Donc nous, on l'a testé avec des CP. Fluidly, c'est pour les CE1. Firefly, c'est de l'anglais, c'est pour les CP et les CE1. Et Ecrimo, c'est plutôt pour les CP aussi. Donc c'est des applis qui ont été conçues par des chercheurs, qui ont été améliorées avec les enseignants et qui ont été pensées pour être utilisées en autonomie dans les classes. Le but, c'est de travailler en atelier et de tourner dans les classes. Donc la première application, Évasion, je vais vous parler d'attention visuelle. Alors, pour apprendre à lire, pour être un bon lecteur, on sait, la recherche nous l'a montré, il faut avoir un bon vocabulaire, une bonne conscience phonologique, connaître les relations graphème-phonème. Et pour ça, on a plein de ressources qui existent. Les enseignants utilisent énormément de ressources pour entraîner ces différentes dimensions. Mais on sait aussi que l'attention visuelle joue un rôle dans la lecture. Et pour cette dimension-là, il existe très peu de ressources, voire pas du tout. On sait que l'apprentissage de la lecture est facilité pour l'enfant quand il a de bonnes ressources attentionnelles. Les enfants dyslexiques ont des capacités attentionnelles plus faibles. On retrouve même un type de dyslexie où il y a des troubles de l'empan visio-attentionnel. Donc, empan visio-attentionnel, c'est le nombre d'éléments qu'on est capable de voir simultanément. Et donc, on se rend compte que si on place correctement notre regard, on va pouvoir voir le mot lecture en entier, alors que si on a un traitement partiel des lettres, on ne va pas pouvoir lire le mot correctement. Aussi, au début de la lecture, on se rend bien compte que les enfants ils posent leur regard au tout début du mot et qu'ils vont comme ça segmenter le mot. Ce qui va être délétère pour lire les mots automatiquement, correctement, pour faire la segmentation aussi au bon endroit et pour retenir leur orthographe, pour mettre ces mots dans notre répertoire orthographique. On a vu aussi que les enfants qui ont un meilleur empan visio-attentionnel en fin de grande section maternelle ont un meilleur niveau en lecture en fin de CP. Donc notre niveau en attention visuelle va prédire nos performances en lecture plus tard. Et pourquoi ? Eh bien parce que plus de ressources attentionnelles, plus de lettres vont être traitées simultanément. On a une lecture d'unité qui est plus longue. Donc, sur cette base-là, on se dit qu'entraîner l'attention visuelle en début d'apprentissage devrait améliorer la lecture. Et c'est sur cette hypothèse que l'équipe de Sylviane Valdois ont créé l'application Évasion. Donc Évasion fonctionne sur la base des jeux vidéo d'action.
On sait que les jeux vidéo d'action améliorent aussi ses performances d'attention visuelle. On va pouvoir détecter plus facilement des éléments qui bougent de manière aléatoire dans l'environnement. Et donc sur cette base, ils ont créé 4 mini-jeux qui entraînent ça. Le but est d'identifier rapidement des séquences de lettres de plus en plus longues, de plus en plus rapides, et avec des distracteurs de plus en plus proches. Petit teaser d'évasion. Donc à chaque fois, le principe est le même, il faut retrouver la suite, la séquence de lettres, et vite cliquer dessus. Merci à Antonin pour ce magnifique teaser. Et ensuite, Fluidily. Donc Fluidily, c'est pour les enfants de CE1 qui savent déjà lire. C'est pour entraîner la fluence en lecture dans toutes ses dimensions. Donc la précision, la vitesse, le phrasé et l'expressivité. On sait que la fluence en lecture, ce n'est pas seulement la rapidité, mais c'est un prérequis qui est nécessaire à la bonne compréhension des textes lus. Donc pas uniquement la rapidité, mais aussi l'expressivité. Donc Fluidily entraîne les 4 dimensions et est basé sur le principe du karaoké, de la lecture répétée et assistée par karaoké. La lecture karaoké, on a vu que dans la littérature que son impact est significatif sur le nombre, le positionnement et la durée des pauses. Et également sur la prise de respiration. Donc tout ça, c'est la théorie de la convergence phonétique et de l'alignement. Donc on va se rapprocher inconsciemment du modèle. Et aussi, on utilise le principe de la lecture répétée. C'est plus on lit le même texte et mieux va être notre lecture, ce qui va améliorer donc la vitesse et aussi la compréhension. Et on passe tout de suite au teaser.
L'ours est un gros animal. Donc le but, c'est de lire en même temps que la voix du lecteur expert. Et donc il y a 4 modes de lecture. Le premier, c'est par un surlignage par syllabe. Le deuxième, un surlignage par mot. Malgré son aspect maladroit, l'ours est très Ensuite, agile. par groupe de Il sens. sait grimper aux arbres et peut courir très vite. On le trouve sur tous les continents, sauf en Afrique. Il est vêtu d'une épaisse Et enfin, le dernier fourrure mode noire, par groupe de brune souffle. Donc ça, c'est douce. l'objectif Les ours à atteindre, blancs, eux, c'est la habitent lecture les régions normale glacées du d'experts. pôle Nord. Maintenant, à toi de lire aux habitants avec la lecture karaoké. Tu dois essayer de lire en même temps que la voix que tu entends. J'aimerais tellement jouer avec quelqu'un, se dit-il en soupirant. Alors il se mit à sauter, et sauter, et sauter encore. Il sauta si haut qu'il atterrit dans le jardin de la petite fille. La tablette à ton voisin. Habitant, nous avons besoin de ton avis sur cette lecture. Écoute attentivement le cosmonaute pour évaluer la lecture. Le gros chien noir qui s'ennuyait. Donc après 3 lectures du texte, dans la même séance, ensuite, on va passer notre tablette à un camarade qui va évaluer notre lecture avec une Quelle grille. étoile veux-tu donner à cette lecture ? Et on passe à Firefly. Donc Firefly, c'est un jeu sérieux pour entraîner l'anglais, la compréhension orale de l'anglais. C'est Mathieu Loiseau qui est responsable de cette équipe. Alors, ici, ils se sont basés sur plusieurs fondements théoriques. On sait que le fait de répéter l'information et d'utiliser aussi différentes voix va améliorer la mémorisation du vocabulaire. Il y a aussi le fait qu'on va mettre l'accent plutôt sur la compréhension orale, qu'il faut commencer par l'oral et non par l'écrit. Et enfin, ils ont utilisé une trame narrative avec un avatar et des feedbacks et tout un scénario qui va suivre l'enfant tout au long de sa progression. Donc Firefly, ça permet de pratiquer régulièrement l'anglais avec des personnages anglophones. Donc c'est vraiment des personnages, des voix natives avec plein d'accents anglais différents. Et Firefly, ils ont vraiment mis l'accent sur la co-conception. Ils ont fait énormément d'études et à chaque fois, ils ont fait des ateliers avec les enseignants et les élèves pour améliorer leur matériel. Et ils continuent encore aujourd'hui. Donc ici, l'élève, il incarne un enfant qui s'appelle Sacha, c'est le petit enfant qui a les cheveux bleus. Et il va intégrer une équipe d'agents secrets anglais où ils doivent retrouver des animaux qui ont été kidnappés. Et pour ça, ils vont passer de ville en ville, de pays en pays, et il va falloir réaliser plein de missions. Oh. Exit 29, Tipperary. That reminds me of a song. Je crois qu'on est en panne. Good afternoon, ladies. Diagwit. Diagwitch means hello. My friend Deirdre and I will go fetch your van. Trouve tous les carrés. Au début, il y a quelques mots qui sont en anglais, et plus on avance dans la progression, et plus c'est des phrases, des longues phrases, des expressions. Circle. Your turn. Heart. Circle. Sasha, can you put the grey heart into the box, please? Grey heart. In the box.
Incredible! You got 3 stars! Et enfin, la dernière application, Ecrimo, donc pour améliorer les capacités d'encodage au CP. Donc l'objectif d'Ecrimo, c'est de travailler l'encodage, de faire des exercices de dictée. On sait que l'encodage dès le CP, c'est une activité qui est très importante, qui permet de mieux mémoriser les correspondances graphèmes-phonèmes, d'automatiser le code alphabétique et donc d'améliorer nos performances en lecture. Et tout ça à partir du moment où l'élève reçoit des feedbacks sur sa production et des étayages si besoin. Et c'est une activité qui est trop peu effectuée dans les classes de CP. Et donc, Ecrimo permet de le faire en autonomie, de le faire régulièrement, en écrivant donc des syllabes et des mots de manière répétée, voilà, pour améliorer le code alphabétique. Dans Ecrimo, il y a une progression qui couvre toute l'année du CP. Il y a une première progression début d'année, puis une progression après janvier. Ça fait un total de 192 exercices de 10 mots à chaque fois. Donc ça fait vraiment beaucoup de mots à écrire sur toute l'année. Il y a de l'étayage, il y a des feedbacks. Si jamais on se trompe, par exemple, c'est ce qu'on peut voir ici. Si on se trompe, il y a une segmentation syllabique qui va être faite à l'oral et aussi visuellement. Donc l'enfant, là par exemple, il a entendu le mot Ali et il doit simplement cliquer sur les étiquettes lettres qui correspondent. Voilà pour les 4 applications. Donc maintenant, le protocole expérimental. Donc ces applications, elles ont été créées par des chercheurs. On a fait plusieurs ateliers de co-conception avec des enseignants, mais maintenant, le but, ça a été de les valider à grande échelle. Donc le protocole de validation, il est toujours le même que pour n'importe quelle application. On va comparer son utilisation à un groupe contrôle. Donc on a des pré-tests, un entraînement et des post-tests. Donc pré- et post-tests, on a utilisé les résultats aux évaluations nationales. On a aussi fait beaucoup de passations individuelles et collectives dans les classes, des passations qui étaient papier-crayon, mais aussi des passations qui étaient informatisées. Et oui, des passations collectives, je l'ai dit. Et ensuite, après les pré-tests, on est passé à la phase d'entraînement. Donc pendant 10 semaines, les enfants ont dû utiliser une des 2 applications. Les classes ont été tirées au sort. Donc la moitié des classes avaient une application de lecture et l'autre moitié avait une application d'anglais. Donc pour les affectations, en CP, soit les classes avaient Évasion, soit ils avaient Firefly. Et en CE1, soit ils avaient Fluidly, soit ils avaient Firefly. On ne vous parle pas d'Ecrimo ici parce que c'est une application qui a été testée à un autre moment, pas dans le projet Trans 3. Donc voilà, au final, chaque application est le groupe contrôle de l'autre. Donc on fait l'hypothèse que ceux qui ont Évasion vont plus progresser en lecture que ceux qui ont Firefly. Et pareil pour Fluidly, on fait l'hypothèse que ceux qui ont Fluidly vont plus progresser en fluence de lecture que ceux qui ont Firefly. Et pour les groupes qui ont Firefly, on fait l'hypothèse qu'ils vont plus progresser en anglais que les autres groupes qui ont l'application de lecture. Alors, nombre d'élèves participants. Il y en avait beaucoup au début. Donc ici, vous avez l'effectif élèves engagés au départ. Ici, vous avez le pourcentage d'élèves qu'on a perdu. Et donc, au final, le nombre d'élèves sur lesquels on peut faire nos statistiques. Donc on s'attend à avoir à peu près 15% de pertes. C'est ce qu'on retrouve en Isère. Donc CP Isère, on voit 19%, CE1 Isère 16%. Et par contre, en Guyane, on double la perte d'élèves. Et à Mayotte, on triple. C'est énorme, donc avec ce que Marilyn vous a dit plus tôt. Donc au final, on a quand même des bons échantillons pour nos stats, mais on perd beaucoup d'élèves. Dans nos analyses statistiques, on a pris plusieurs éléments en compte qu'on a pu contrôler, comme la taille des écoles. Donc là, G pour Guyane, I pour Isère, M pour Mayotte.
de la plus petite école à la plus grande. Vous avez les IPS aussi, et ici on a les langues, pour vous donner un peu un aperçu de toutes les langues qui sont parlées par notre échantillon. Du français, oui, mais aussi beaucoup de shimaoré, créole, nengue-tongo, arabe, etc. Donc on a pris en compte tout ça dans nos analyses, ainsi que le niveau initial, donc leur niveau en pré-test, et aussi leur capacité générale de raisonnement avec les matrices de Raven. Et je passe la parole à Marilyn pour les résultats. Roulement de tambour. Alors, je reprends la parole pour les résultats, effectivement, que vous attendez tous avec impatience. Et donc, je vais vous présenter les résultats sur chaque application, y compris Ecrimo, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de vous présenter tous les résultats sur chaque application, quelle que soit l'étude dans laquelle ces résultats ont été obtenus. Donc, pour commencer par évasion, les principaux résultats obtenus sur évasion et qui ont été publiés d'ailleurs par Sylviane Valdois et ses collaborateurs cette année, c'est des données qui sont issues du projet Fluence et non pas du projet Trans3. Donc dans le projet Fluence, le groupe entraîné avec évasion, ici le groupe orange, a été comparé à deux groupes contrôle, un groupe business as usual, c'est-à-dire un groupe qui n'a été pas entraîné avec une application, et un groupe contrôle qu'on appelle actif, c'est-à-dire qu'il y avait une autre application, qui entraînait les correspondances graphème-phonème, et qui a été aussi considérée ici comme un groupe contrôle. Et donc Sylviane, dans le projet Fluence, a trouvé auprès d'élèves très débutants lecteurs, de tout début de CP, vraiment avec un très très faible niveau de pré-test, une efficacité d'évasion sur l'attention visuelle, sur la lecture et sur l'orthographe. Ici, je vous ai mis le graphique sur la lecture, où on voit effectivement qu'entre le pré-test et le post-test, les progrès, alors ce n'est pas non plus des progrès grands comme le bras, mais c'est jamais ça qu'on trouve en fait, non plus, sauf sur des choses qui sont jamais travaillées à l'école. Mais là, sur la lecture, forcément, tous les enfants progressent en lecture. Donc on a un effet significatif de progrès plus important entre le pré-test et le post-test sur les élèves qui ont joué avec évasion que sur les élèves qui ont joué avec l'application contrôle. Et ce, donc, même en comparaison avec cette application contrôle, comme je viens de le dire. Et puis, on a également, donc, toujours dans le projet Fluence, démontré que plus on jouait au jeu, meilleur était le niveau en lecture et en orthographe à la fin de l'année. Donc, si le temps de jeu est plus de 5 heures, l'application avait une efficacité, ce qui n'était pas le cas si les élèves avaient joué moins de 5 heures. Par contre, donc, l'efficacité d'évasion n'a pas été démontrée pour des lecteurs CP plus avancés, ce qui est le cas dans le projet Trans3, où on a démarré la recherche plus tard et où notre groupe d'élèves de CP était beaucoup plus avancé que dans l'étude Fluence. Et donc, on n'a pas retrouvé cette efficacité. Donc, on suppose que l'évasion n'est efficace qu'avec des élèves très débutants lecteurs et même peut-être avec des élèves de grande section de maternelle. C'est pour ça qu'on espère qu'un jour, on fera des recherches sur l'efficacité d'évasion en grande section de maternelle. Pour Fluidily, c'était un vrai challenge de trouver des résultats pour Fluidily, puisque Fluidily entraîne la fluence et que quasiment tous les enseignants de CE1 font de la fluence, entraînent leurs élèves à la vitesse de lecture en particulier. Donc on a regardé bien sûr toutes les dimensions de la fluence et comme on pouvait s'y attendre, Fluidily n'entraîne pas mieux que les entraînements habituels à la vitesse de lecture. Donc l'efficacité pour la vitesse de lecture, elle est équivalente dans le groupe contrôle et dans le groupe entraîné par Fluidily. Par contre, on a trouvé donc une efficacité en CE1 sur l'expressivité en lecture, qui est donc représentée sur ces données. Alors je vous ai mis un petit peu des résultats de formes variées pour varier. Donc là je vous ai mis le tableau de l'analyse du modèle multiniveau qu'on a fait. Et donc ici vous avez le modèle qui a été testé. Vous avez ma flèche. Voilà, donc le modèle qui a été testé ici. Et vous avez tous les termes, tous les bêtas de toutes les variables qui ont été intégrées dans l'analyse. Donc ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est... oulala, j'arrive pas
à faire bouger cette flèche correctement. C'est la variable application qui donc fait contraster le groupe qui a joué avec Fluidily avec le groupe qui a joué avec Firefly. Et on trouve donc sur la VD expressivité, qui est là, post-test expressivité, on trouve un effet significatif de l'application en faveur de Fluidily. Voilà. Et donc c'est un effet qui n'est pas un effet d'interaction. On a aussi vérifié si cet effet de l'application était en interaction avec le niveau initial de lecture. Et là, il n'y a pas d'effet d'interaction, donc c'est un effet général sur le niveau de prosodie pour tous les élèves de CE1. Oula. Voilà. Les progrès en vitesse et en lecture sont comparables au groupe contrôle, ça j'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc d'autres recherches menées par Erika auparavant, avant Trans 3, avaient déjà montré que la modalité de karaoké groupe de souffle, vous avez vu qu'il y avait 4 modalités dans Fluidily, la modalité groupe de souffle était particulièrement intéressante pour améliorer la prosodie des lecteurs trop rapides qu'on trouve parfois en cycle 3 et qui ont tellement appris à lire en vitesse de lecture qu'ils lisent très très vite sans prosodie. Voilà. Bon, des recherches futures sont en cours. Erika travaille bien sûr toujours sur Fluidily, par exemple avec des lecteurs de 6e faible lecteur. Pour Firefly, cette fois je vous ai présenté un graphique de résultats. On montre dans toutes les analyses une très bonne efficacité de Firefly sur la compréhension de l'anglais chez les débutants lecteurs, ce qui est assez normal parce que contrairement à la fluence où tous les enseignants font beaucoup de fluence, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui font beaucoup d'anglais en CP et en CE1. C'est encore quelque chose qui est difficile pour les enseignants à mener parfois. Et on a trouvé donc que Firefly amenait vraiment un plus, quel que soit le niveau initial en anglais. C'est ce qu'on voit ici avec ce graphique. On voit que ici vous avez le niveau de pré-test, donc le niveau initial des élèves en anglais au début de l'étude. Et là vous avez leur niveau final. Et donc on voit que ceux qui ont joué à Firefly qui sont en rose ont globalement plus progressé que ceux qui ont joué à Évasion en vert. Et ça marche aussi bien en CP qu'en CE1, on a les mêmes effets en CP et en CE1, et on a même un effet positif de Firefly sur la conscience phonologique des élèves. Donc là aussi, l'équipe de conception de Firefly fait des recherches, continue à travailler sur Firefly. Ils sont en train de faire évoluer Firefly pour qu'il soit aussi adapté à des élèves plus grands, moins débutants, avec des missions 9 et 10 qui seront plus difficiles. Et puis ils sont aussi en train d'ajouter un avatar personnalisable dans l'application et de tester l'effet de cet avatar personnalisable. Pour finir, je vous présente les résultats qu'on avait obtenus dans le projet Ecrimo 2, que j'ai jamais eu l'occasion de présenter dans Pégase, mais qui avait été financé par le pôle Pégase. Donc ces résultats montrent l'efficacité en CP d'Ecrimo sur le niveau d'encodage. Donc ici, vous avez un effet d'interaction, pas un effet général, mais un effet d'interaction qui est ici, qui est significatif et qui dit que l'effet de l'entraînement avec Ecrimo dépend du niveau initial. En fait, ce qu'on observe quand on regarde les données, c'est que Ecrimo est d'autant plus efficace que l'élève, au départ, avait un faible niveau d'encodage, ce qui est assez trivial finalement. Et c'est la même chose quand on regarde la gamification. Oui, alors pardon, j'ai oublié de vous parler de cet effet-là. On a comparé l'entraînement avec Ecrimo avec un entraînement à l'encodage papier-crayon aussi intensif, c'est-à-dire qu'on a fourni à un groupe contrôle le contenu d'Ecrimo, mais on leur a demandé de le faire en papier-crayon. Et quand on teste la différence entre Ecrimo et l'entraînement intensif papier-crayon, il n'y a pas de différence, ce qui montre que Ecrimo, finalement, est l'équivalent, entre guillemets, d'un entraînement intensif d'encodage papier-crayon. Mais c'est moins pratique pour les enseignants, parce que là, du coup, il n'y a pas du tout d'autonomie des élèves. Et la dernière chose qu'on a trouvée sur Ecrimo, puisqu'on l'a testé, c'est l'intérêt de la gamification. On avait 2 versions d'Ecrimo dans le projet Ecrimo 2, une version gamifiée et une version non gamifiée. Et là, on a trouvé également un effet d'interaction. Il est ici dans mon tableau. C'est le dernier effet qui est présent dans le modèle. L'interaction entre le niveau initial et la gamification en faveur d'un effet bénéfique de la gamification pour les élèves faibles en encodage, donc ceux pour lesquels on a le plus d'effets.
Voilà, donc ça c'est une petite synthèse de ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant sur l'efficacité de ces 4 applications en nombre d'articles et puis avec les conditions d'efficacité principales. Voilà, on espère que les articles en préparation seront bientôt des articles soumis et ensuite acceptés. Voilà, vous poserez vos questions si vous voulez sur ces données. Là, on est déjà... Ouais, on accélère. Et on a commencé un petit peu en retard. Hein. On a le droit de finir un peu en retard. Merci. Et je continue sur des conseils pratiques pour utiliser efficacement les applications en classe. Dans les études dans la littérature, on voit que l'efficacité du numérique est très dépendante à comment on l'utilise en classe, dans la manière dont on l'utilise. Donc je vous résume toutes ces études en 3 points très rapides, parce que ce n'est pas le sujet principal ici. Donc il y a 3 principes d'une utilisation optimale du numérique en classe. Le premier, c'est qu'il faut utiliser l'outil numérique comme un complément. Il ne faut pas que l'outil numérique vienne remplacer les méthodes traditionnelles. Il y a des méta-analyses qui montrent ça, hein, qui comparent des interventions où vraiment le numérique est au centre et des interventions où le numérique est plutôt pris comme un outil comme les autres, un exercice en plus, un support différent. Et là, on a de l'efficacité du numérique. Donc le numérique comme un appui, l'utiliser comme en appui, en renforcement. Deuxième principe, il faut intégrer l'outil aux pratiques pédagogiques de la classe. Ça, c'est le principe le plus important. Il ne faut pas que l'enfant utilise l'outil numérique tout seul au fond de la classe quand il n'a plus rien à faire. Si on l'utilise de cette façon, alors le numérique ici est inutile, il n'apporte rien. Donc il faut vraiment utiliser l'outil numérique comme un outil qui fait partie de sa progression pédagogique, qui répond à ses objectifs pédagogiques. On peut l'utiliser en petits groupes, dans un atelier ou en interaction avec un adulte. Une interaction proche, pas seulement d'aide technique, mais aussi vraiment on va lui faire des feedbacks sur ses réussites ou ses difficultés. Et aussi, il faut adapter le contenu au niveau de l'élève. S'il n'y a pas un algorithme adaptatif qui le fait automatiquement, alors il faut vraiment que l'enseignant aille regarder dans les progressions de l'élève et adapte le niveau de l'application au niveau de l'élève. Et ensuite, temps d'utilisation. Il faut bien programmer des séances sur le long terme. On parle d'au moins une période, mais il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Au bout d'un moment, l'outil numérique ne va plus avoir d'efficacité, donc il faut l'utiliser sur un temps qui est assez long, mais resserré dans le temps. Les séances doivent aussi être régulières, il faut en faire 2 ou 3 par semaine. C'est à ce moment-là qu'on va voir l'efficacité de l'outil numérique, alors que si on le fait ponctuellement, il n'y a pas d'effet positif. Et enfin, il faut adapter la durée des séances aux capacités des élèves. Donc, s'ils sont jeunes, on va plutôt faire des séances de 10-15 minutes, et puis ensuite, on va pouvoir augmenter à 20 minutes, mais comme les enseignants le font habituellement pour n'importe quel apprentissage. Voilà pour les 3 principes importants pour que l'outil numérique soit efficace. Et enfin, on finit sur la pérennisation. Donc, comment permettre la diffusion dans les écoles des 4 applications pour que cette distribution elle soit faite à long terme? La solution, ça a été de créer une start-up qui s'appelle Fundamentaps. Le but de Fundamentaps, c'est de proposer des applications destinées aux enseignants pour l'apprentissage des fondamentaux et des applications qui ont été validées scientifiquement. Donc pour l'instant, dans la start-up Fundamentaps, on retrouve nos 4 applications du bouquet Fluence. Ces applications, vous pouvez les utiliser en ligne avec une connexion Internet ou aussi hors ligne. Elles sont disponibles en Android, en iOS et sur Windows. Et bientôt aussi, elles seront disponibles en web pour toutes nos écoles de Grenoble qui sont sur Linux. Il y a aussi un espace enseignant qui a été créé où vous pouvez suivre la progression de vos élèves. Mais pour ça, il faut avoir une connexion Internet. Et vous pouvez aussi paramétrer la difficulté des applications pour vos élèves. Vous pouvez le faire depuis l'espace enseignant, mais vous pouvez aussi le faire directement dans les applications si vous n'avez pas d'Internet. Et tadam, voilà les prix, parce que pérenniser des solutions, ça a quand même un coût. Il y a des gens derrière. Il y a Nicolas Champin qui gère toute la partie technique et il y a moi qui gère la partie scientifique. Donc pour l'instant, on est sur une formule, donc c'est un bouquet. On va prendre l'ensemble des applications, les 4 applications. C'est 150 € par an pour une classe ou 390 € par an pour une école.
Et il y a un objectif d'élargissement. On a envie d'ajouter un bouquet mathématique. Ça, c'est vraiment la priorité. Toujours des applications qui ont été validées scientifiquement et qui ont aussi une bonne ergonomie, qui sont adaptées à la classe. Et aussi, on va être intégré aux gares bientôt. Et on a toujours notre partenaire commercial, les éditions Hatier. Donc si jamais vous voulez tester les applications, c'est possible sur cette fin d'année. Vous pouvez nous envoyer un mail, on vous crée des identifiants et vous pouvez les tester dans votre classe. Par contre, à partir de juillet, il va falloir acheter le bouquet. Il y a quand même une version démo oui, tout à fait. Il y a une version démo, donc c'est possible. Vous allez sur les stores et vous pouvez télécharger les applications et vous pouvez cliquer sur « Lancer le mode démo ». Donc là, vous pouvez déjà avoir un aperçu. Mais si vous voulez vraiment tester les applis dans votre classe, alors là, envoyez-nous un mail et on vous crée des identifiants. Voilà, sur Fondamentaps. Et donc, on termine en vous faisant participer à quelques blagues, à quelques anecdotes qui nous sont arrivées pendant le projet. Et ils peuvent le faire aussi, du coup, en Zoom. C'est vrai, ils peuvent ? Super. Alors, t'explique. Donc pour ceux qui sont dans la salle, vous avez un petit Plickers, vous avez un petit QR code avec un A, un B, un C, un D. Vous savez comment ça marche. Donc vous regardez les 4 choix dans des QCM et vous nous montrez votre QR code avec la lettre que vous voulez, dont vous voulez la réponse en haut. Donc si vous voulez, tu vois, tu as A, B, C, D, tu tournes ton QR code. Alors, première question. À la création du site Trans3, le tout premier mail que j'ai reçu fut un message de l'administration Trump nous demandant de changer immédiatement le nom du projet, une invitation à rejoindre un syndicat des transports en commun, une question très sérieuse, mais où est passé Trans2, ou une demande de financement pour un événement LGBTQ+. Alors, à vous de répondre. La bonne réponse était la D, une demande de financement pour un événement LGBT. C'était rigolo. Et là, je me suis dit, bon, on a peut-être fait une erreur dans le nom de ce projet de recherche. Deuxième question. En seulement 4 jours, nous avons réussi à installer les 4 applications sur 250 tablettes, obtenir les 20 signatures nécessaires à la convention laboratoire-rectorat, redévelopper entièrement Ecrimo ou recruter les 64 classes de l'Isère. Alors, obtenir les 20 signatures nécessaires, si quelqu'un répond oui à ce point-là, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de recherche en Isère dans le domaine de l'éducation. Alors, vous avez répondu installer 4 applications sur 250 tablettes, et c'était la bonne réponse. Alors, c'est pas moi, mais c'est Cynthia et les vacataires qui ont vraiment fait ce travail acharné. Il fallait voir un petit peu le travail. C'était impressionnant. Bravo à elle, d'ailleurs, parce que c'était pas gagné. Lors de notre toute première formation Trans3, nous avons dû demander à une enseignante de quitter la salle, car elle remettait en question l'existence de l'attention visuelle dans la lecture. Elle est arrivée avec son bébé couvert de boutons de varicelle. Elle était manifestement sous l'emprise de l'alcool ou elle était sur le point d'accoucher. Elle était... non, alors personne n'a trouvé la bonne réponse. La bonne réponse était qu'elle était arrivée avec son bébé couvert de boutons de varicelle. Non, on n'a pas pu la garder. On n'avait pas envie de repartir de la Guyane avec la varicelle. Alors une question qui concerne le pôle Pégase. J'espère qu'il y a des gens dans la salle qui vont pouvoir répondre, qui étaient là ce jour-là. J'ai failli rater mon rendez-vous avec le président de l'université de Guyane lors de mon premier voyage en Guyane, parce que le responsable du pôle pilote Pégase s'était perdu dans la jungle. Nous avons été stoppés par un contrôle de police inattendu. Un paresseux a traversé la route, où nous étions en visite dans une classe bilingue créole et nous avons complètement perdu la notion du temps. Oh, vous n'étiez pas là alors? Non, la bonne réponse est la réponse A. Ce n'était pas que le responsable du pôle pilote, il y avait aussi la chargée de mission Pégase. Feriel était avec Jérôme et se sont tous les deux perdus.
pas vraiment perdus, mais disons qu'ils ont fait une deuxième boucle au lieu de rentrer au camion où on les attendait. Enfin bon, ils vous raconteront si vous leur posez la question. Je pense qu'ils s'en rappellent. On a eu des petits problèmes de recrutement d'enseignants dans certains départements et lors de la formation en Guyane, certaines personnes se sont présentées en formation alors qu'elles n'auraient pas dû. Alors, est-ce que c'était des touristes égarés en quête de la fusée Ariane? Est-ce que c'était des enseignants qui n'allaient ni avoir de CP ni avoir de CE1 l'année suivante? Ou des profs de maths très motivés mais un peu perdus? Ou des concurrents de Humans Matter infiltrés? Donc, vous pensez que c'était des profs de maths? Ça aurait été rigolo, hein, des profs de maths, non. Non, c'était des enseignants de l'école primaire, mais qui n'allaient avoir ni un CP, ni un C1 l'année suivante. Et ce jour-là, j'en ai vraiment voulu aux inspecteurs. Lors des pré-tests, une directrice a refusé de laisser entrer l'une de nos vacataires dans l'établissement parce que c'était les vacances, ou elle s'était rendue dans la mauvaise école, où elle avait oublié de dire bonjour en arrivant, ou on l'avait prise pour une élève. Non, on ne l'avait pas prise pour une élève. Non, elle s'était trompée d'école, en fait. Elle était un petit peu fatiguée, la vacataire. Elle avait mal lu l'adresse. Mais il faut dire que des fois, dans certains villages en Isère, il y a des écoles qui sont introuvables au niveau des adresses. C'est super dur, des fois. C'est à Saint-Martin-d'Air. Bon. Lors de la phase d'entraînement, nous avons surpris un élève en train de jouer comme un pied, répondre aux exercices avec ses pieds, donner un grand coup de pied dans la tablette ou utiliser une tablette comme cale pour le pied de la table. C'est une tablette Pégase. Antonin a fait les gros yeux, c'est une tablette Pégase. Alors, répondre aux exercices avec ses pieds. Eh bien, vous avez raison. C'était ça la bonne réponse. Ils ont l'expérience. Alors, quelques accros avec les élèves. Un élève de CE1 pleure parce que la voix de Fluidily ne le laisse pas lire. 2 camarades de CE1 se disputent pour monopoliser l'espace devant le poster de Firefly. Un élève veut abandonner Écrimo à cause du micro cassé dans sa bouche, ou un élève de CP refuse de mettre le son dans Évasion à cause du ricanement dans le mini-jeu Rapido Surf. C'est une question technique, ça. Hein. Ouais, parce que dans Rapido Surf, quand on gagne, il y a un petit bonhomme qui fait... Et la bonne réponse était la A. Ouais, parce que voilà, en fait, les consignes n'étaient pas toujours bien comprises dans Fluidily, c'était très compliqué Fluidily. Et ça a été beaucoup simplifié depuis, grâce à ce genre de retour. Et un élève ne comprenait pas qu'il devait lire en même temps qu'il entendait la voix, donc il attendait que la voix ait fini de lire, et en fait la voix n'arrêtait jamais de lire, donc il était vraiment... Il nous est arrivé 2 fois exactement le même événement dans la même école. Ça, Antonin, c'est la réponse. Une alerte intrus terminée accroupie sous les tables, l'apparition d'un jaguar derrière la cour de récréation, le vol de 6 tablettes envolées sans laisser de traces, ou une réunion dans la cour de récréation avec les enseignants et les poules assises autour de la table. C'est la dernière question. Et oui, c'est bien ça. Le vol de tablettes dans la même école 2 fois. Une fois qu'on a trouvé la piste, on la garde. C'est normal. Voilà, bravo. C'était un petit quiz de détente. Maintenant, merci à vous. Merci. Alors, je voudrais bien remettre mon diaporama. Juste pour terminer, pour dire merci à tout le monde. À tout le monde, à tous les élèves, à tous les parents, à tous les enseignants, surtout merci. Aux équipes de circonscription, au rectorat, aux membres de la DRAN, aux membres de l'EFC, à tous les partenaires de Trans 3, à tous les prestataires qui ont travaillé pour Trans 3, à tous les vacataires qui ont été mal payés dans Trans 3. I'm a big bad trumpet player. Voilà.